dit que le seuil de pauvreté a été divisé par deux depuis une vingtaine d'années. Qu'en est-il en fait? Est-ce que c'est une amélioration globale au niveau de la planète? Est-ce que la crise économique a fait que la pauvreté, cette amélioration en tout cas, a chuté? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, M. Prigent? Nous, à Amnesty, en fait, on n'a pas forcément les moyens d'être en juge ou censeur, en tout cas critique exhaustif de ce type de données statistiques, etc. Ce qu'on constate par contre, et ce qu'on dit sur ce type de statistiques, c'est là, il y en a eu d'autres, il y a encore quelques années, sur la Banque mondiale mettait en avant le fait que de plus en plus de femmes travaillaient dans le monde et que c'était une bonne chose, etc. Nous, ce qu'on met en avant comme question, c'est souvent de dire, oui, certes, on peut avancer des chiffres qui sont intéressants, positifs, mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière? Et c'est là où, généralement, la belle image se craquait. Quand je parlais de la question du travail des femmes, où la Banque mondiale met en avant sur un certain nombre de pays, on voit le développement, le fait que le nombre de femmes travaillant augmentait, que c'était une très bonne chose. En grattant un peu la réalité derrière, on constatait que certes le nombre statistique pur de femmes travaillant augmentait, mais c'était principalement des emplois extrêmement précaires. Et ce qui du coup donne une image de la réalité probablement contrastée, voire un peu antagoniste, parce qu'on ne peut pas tellement se glorifier, en tout cas se satisfaire d'une progression du travail précaire. Et du coup la réalité est très différente sur le terrain. J'ai beaucoup d'exemples comme ça, on peut avancer. Tout à l'heure, vous citiez le fait que nous avions donné comme échéance pour notre campagne Exigeant la dignité de l'année 2015, c'est pas par hasard, c'est parce que ça correspond à des échéances au niveau des Nations Unies sur les objectifs du millénaire pour le développement. Grande ambition des Nations Unies de s'attaquer à la pauvreté, à l'extrême pauvreté. Nous, à Amnesty, on a vraiment depuis le départ été critique de ces objectifs, pas pour ce qu'ils sont en tant que tels, mais justement par rapport à cette approche de la statistique et des traitements des données statistiques qui sont souvent des masques. Souvent on agrège les différentes données statistiques qui ne rendent pas compte de la réalité. On peut noter dans certains cas des avancées sur le plan de la santé, mais qui sont données au niveau national par exemple. Et ce qui masque ensuite les disparités régionales, les disparités sociales dans l'accès aux soins. Certains pays mettent en avant des bons résultats, mais après quand on regarde un peu plus près, on l'a vu notamment en Afrique sur la question de santé maternelle, on constatait que les progressions qui tiraient les statistiques vers le haut étaient surtout relevées dans les grandes villes. Par contre, les résultats dans des zones plus isolées, dans les campagnes, dans des zones où les minorités ethniques étaient plus présentes que par rapport à ce qu'on trouve dans les villes, le résultat était complètement opposé, et voire il y avait des régressions, ou en tout cas des situations particulièrement alarmantes. À travers tous ces exemples-là, en fait, je pense que ce qui semble intéressant de le constater, puis la chose sur laquelle il faut s'attarder, c'est qu'au-delà des statistiques, il y a des réalités, il y a des quotidiens, il y a des vécus de beaucoup de situations très variables. On ne peut pas l'appréhender comme ça, il faut vraiment regarder plus dans le détail. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, nous, au travers de cette campagne-là, ce qu'on met en avant aussi, c'est le fait que cette multiplicité de violations qu'on constate de tous les droits fait que les gens se retrouvent piégés. Alors, j'ai pas tellement le terme piège de la pauvreté parce que d'autres experts l'ont utilisé, puis ça peut être un peu galvaudé, mais en tout cas, on constate que les gens se retrouvent dans des cercles où finalement les choses ne vont qu'en s'empirant. C'est-à-dire que de la situation initiale de leurs parents, les enfants naissent dans des situations encore pires, voire aggravent par le simple fait de leur naissance la situation de leurs parents, et ainsi de suite. Et ce qui fait que les vies comme ça, ou des parcours de famille à travers les différentes générations ne peuvent qu'aller sur une pente descendante. Tout simplement parce que effectivement ces gens-là n'ont pas accès à des droits élémentaires, n'ont pas la voix au chapitre, voire dans certains cas, dans certains pays, n'ont même pas d'existence légale en fait. Là on peut avancer pas mal de situations, on va refaire de la promo sur l'exposition, mais c'est notamment dit dans certains reportages, notamment en Macédoine, avec l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, un certain nombre de personnes, particulièrement des Roms, ont perdu leur nationalité.
Et du coup, allez vous battre pour vos droits quand on ne vous reconnaît même pas une existence légale. Et également aussi dans des bidonvilles en Égypte, où les gens qui naissent dans ces bidonvilles, les enfants qui naissent dans ces bidonvilles ne sont pas reconnus par l'état civil égyptien. Du coup, n'existe de facto pas du tout. Donc, allez vous battre pour un travail décent avec un salaire décent quand vous n'avez pas d'existence légale. Allez vous plaindre à la police pour commencer, faire réclamer vos droits quand vous n'avez pas d'existence légale et qu'on vous l'oppose immédiatement et qu'on vous fait savoir que tout peut vous arriver, de toute façon vous n'existez pas. Donc là, c'est vraiment des situations extrêmes qui ne sont pas prises en compte dans ce type de statistiques-là. Et puis par ailleurs, Amnesty a engagé un dialogue de longue date avec les institutions telles la Banque mondiale ou les FMI, et pendant de très très longues années, ce dialogue tournait vite court parce que, en définitive, ces institutions-là ne reconnaissaient pas le fondement de la DUDH, des droits humains, comme instrument de référence, et eux le votaient en touche assez rapidement en disant « Vous comprenez, nous on a été créés avant 48, et donc fondamentalement on n'a pas pris ça en compte historiquement, etc. » Ils nous disaient aussi froidement que ça en fait. Bon, leur discours a évolué, il y a eu beaucoup de progression, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer, notamment sur cette prise en compte du quotidien, du fait que des statistiques de masse ne rendent pas compte finement des réelles situations, et des fois peuvent vraiment être trompeuses et servir vraiment de leurre pour appréhender les vrais problèmes. Sur le travail des enfants et la crise économique, est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Oui, on a entendu ce qui a été dit sur les enfants et par rapport aux droits de l'enfant tout à l'heure. Je voulais reprendre un élément particulier qui est celui du travail des enfants. Parce qu'il est sûr qu'on a pensé, beaucoup d'observateurs ont pensé que pour l'Europe, du moins, dans d'autres régions, en Europe, le travail des enfants avait complètement disparu. Mais en fait, cela n'est absolument pas le cas. Et il y a aussi des indices qui nous montrent que ça reste un problème, que c'est en train de devenir un problème grave, parce que le travail des enfants se développe actuellement sous l'effet de la crise économique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, la plupart des enfants qui travaillent aujourd'hui en Europe sont employés à des activités extrêmement dangereuses, dans les secteurs de l'agriculture, tout d'abord, et dans le bâtiment, dans des petites fabriques ou dans la rue. C'est un phénomène qui a été observé, par exemple, en Albanie, en Bulgarie, en Géorgie, en Moldova, au Monténégro, en Roumanie, en Serbie, en Turquie et en Ukraine. Ce sont ceux de nos États membres où on a pu observer de manière fréquente ce problème. Dans l'agriculture, des enfants peuvent être affectés à des tâches qui impliquent d'utiliser des outils qui peuvent être potentiellement dangereux. On leur demande parfois de soulever de lourdes charges, trop lourdes pour leur constitution physique, ou encore, souvent, on leur demande de répandre des pesticides qui sont nocifs pour la santé. Le travail dans la rue. Travailler dans la rue expose les enfants à des abus et à l'exploitation. Aujourd'hui, je viens de citer un certain nombre de pays, mais nous constatons que le travail des enfants se développe actuellement dans ceux des pays européens qui sont les plus durement touchés par la crise et les mesures d'austérité adoptées par leur gouvernement. À Chypre, en Grèce, en Italie et au Portugal, le travail des enfants augmente et se développe. De nombreux enfants auraient également des horaires de travail très lourds au Royaume-Uni. Dans toute l'Europe, les plus vulnérables, ce sont des enfants roms. Ils sont particulièrement menacés. Et un autre groupe très vulnérable, dont on a déjà parlé, c'est celui des enfants mineurs non accompagnés, les enfants mineurs isolés, souvent originaires de pays en voie de développement,
et qui sont également, qui forment un groupe extrêmement vulnérable. Monsieur Costa, est-ce que la France est exemplaire en matière de droits humains et de pauvreté? Non, la France est rarement exemplaire. Je ne veux pas dire que la France soit le pays le plus condamnable, le plus condamné. Avant de répondre directement à votre question, je voudrais peut-être, en 2 phrases, revenir sur le phénomène d'aggravation de la pauvreté. D'abord, au niveau mondial, on constate qu'il y a moins de personnes qui souffrent de la faim dans le monde qu'il y a 20 ou 30 ans. Et ça ne veut pas dire que la pauvreté en général a diminué, et même il apparaît maintenant, on y a fait déjà allusion, des phénomènes d'extrême pauvreté. Et les Nations Unies s'en préoccupent. Il y a un rapporteur spécial des Nations Unies, qui est une Chilienne, Madame Sepulveda, qui est donc rapporteur spécial pour les problèmes d'extrême pauvreté et droits de l'homme. Et peut-être ça peut susciter des échos, notamment au sein d'Amnesty International. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que, aussi bien au niveau des pays à cause de la crise, mais au niveau même mondial aussi, il y a une aggravation de la pauvreté. Lizzie Gachet a raison de dire que dans les pays où il y a des cures d'austérité très drastiques, souvent la pauvreté augmente. Ça avait été déjà le cas en Argentine il y a une douzaine d'années avec une direction très brutale du FMI, où il faut s'en préoccuper. Et au niveau purement national ou social, on a entendu parler des nouveaux riches. C'est vrai qu'il y a des nouveaux riches, il y a des oligarques en Russie, en Ukraine, un peu partout, et des nouveaux riches même en France. Mais il y a aussi de plus en plus, hélas, depuis 20 ou 30 ans, des nouveaux pauvres. C'est-à-dire des gens qui, par exemple, à cause du chômage souvent aggravé par d'autres facteurs comme les divorces et les séparations, glissent sur la pente savonneuse de la pauvreté. Et non seulement l'ascenseur social ne joue plus tellement, ne marche plus tellement, mais parfois c'est de plus en plus un descenseur social. Alors pour répondre maintenant à votre question, la France a été condamnée l'an dernier, en octobre 2013, dans une affaire très intéressante par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est l'affaire Wittgenstein et autres, qui concernait un groupe de Roms qui étaient depuis longtemps installés sur un camp et qui avaient été expulsés parce qu'ils n'avaient pas le droit d'occuper ces logements de fortune. Et la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que la France, en procédant à leur expulsion, avait violé l'article 8 de la Convention, c'est-à-dire le droit au respect de la vie privée et familiale. C'était un arrêt novateur, en tout cas pour la France. Il avait été précédé un an auparavant par un arrêt d'Ordanova contre la Bulgarie qui concernait donc la Bulgarie. Donc la France est rarement condamnée parce que, comme je vous l'ai dit, la Cour européenne des droits de l'homme n'intervient pas beaucoup dans ce domaine. Elle essaye de l'élargir. Elle avait commencé au début des années 2000 avec des décisions concernant la Russie où la Cour avait dit, dans certaines circonstances, il n'est pas exclu que le fait pour un État de laisser des gens dans la pauvreté ou dans une grande pauvreté, par exemple versant des pensions de retraite ridicules, puisse être contraire à l'article 3 de la Convention qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants parce que, avait dit la Cour, cette grande pauvreté est contraire à la dignité humaine. Et ces décisions ne concernent pas directement la France, mais pourraient concerner la France, et on sait bien que il ne suffit pas de modifier les textes, par exemple de créer un droit au logement opposable pour que les sans-domicile fixes disparaissent. Donc la France n'est pas dans une situation exemplaire à ce niveau, à mon avis. Juste, je voulais vous poser aussi une autre question par rapport aux sanctions pour les États. Est-ce que les sanctions sont uniquement financières ou il y a d'autres moyens de pression? Alors, évidemment, ça dépend. C'est-à-dire que lorsque, prenons un exemple qui n'est pas celui de la pauvreté, c'est plus facile à comprendre, c'est le cas des mauvaises conditions dans les prisons. Lorsque des personnes obtiennent la condamnation de l'État par la Cour européenne des droits de l'homme, parce que précisément les conditions de détention sont mauvaises, soit du point de vue de la santé, soit du point de vue de la promiscuité ou de la violence,
bien entendu, l'État doit en tirer des conséquences pour l'avenir, c'est-à-dire essayer d'améliorer la situation des prisons. Alors, c'est théoriquement la même chose dans le domaine de la pauvreté. Dans l'affaire que les deux affaires que je viens de citer, celle contre la Bulgarie et celle contre la France, il est clair quand on lit la rue de la Cour et quand après il doit être exécuté par l'État défendeur, qu'il faut que ces situations ne se reproduisent pas à l'avenir. Mais cela dit, c'est très difficile. Vous savez que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme doivent être exécutées par les États sous la surveillance du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui est l'ensemble des 47 pays dont parlaient les illuminés. Mais c'est très difficile, sans une forte pression politique, d'obliger les États à tirer vraiment les conséquences, globalement et pour l'avenir, de décisions de ce type. Au niveau du commissaire, quels sont les moyens, les instruments de protection pour justement les droits de l'homme et la lutte contre la pauvreté? Alors, le commissaire lui-même ne dispose pas d'instruments de protection en particulier, mais ce qu'il essaye de faire en visitant chacun des États membres, c'est qu'il essaye d'aider à l'application des normes et des standards existants, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi d'autres instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Et en fait, il existe des instruments au niveau européen et international pour établir, protéger la justice sociale. Mais en fait, pas beaucoup. Voilà. Alors, tout d'abord, la justice sociale, elle est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque dans son article 25, la Déclaration dit que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement et les soins médicaux. Alors ça, c'est l'article de base au niveau universel. Pour ce qui concerne maintenant notre région, l'Europe, au niveau du Conseil de l'Europe, il y a bien sûr la Charte sociale européenne, dont M. Costa a déjà parlé, qui est l'instrument de protection des droits économiques et sociaux, et qui renforce ce droit de l'article 25 de la Déclaration, en insistant aussi également la Charte sur la nécessité d'appliquer ces droits sans discrimination. Voilà, alors comme M. Costa l'a déjà dit, la Charte sociale est un bon instrument, mais c'est un instrument moins fort que ne l'est la Convention européenne des droits de l'homme. Et au niveau de la Convention elle-même, ce qui est, à mon avis, intéressant, c'est qu'il existe maintenant un protocole additionnel à cette Convention, le protocole 12 à la Convention européenne des droits de l'homme, qui est celui de l'interdiction générale de la discrimination. Et à mon avis, il s'agit là d'un instrument intéressant pour lutter contre les injustices sociales, parce que cette interdiction porte aussi sur les traitements discriminatoires en matière de droits sociaux. Et dans les États membres qui ont ratifié ce protocole, désormais, il peut être invoqué pour introduire une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui est quand même une avancée dans ce domaine. Et malheureusement, je dois quand même signaler que la France n'a ni signé ni ratifié ce protocole. Il n'y a que 18 États membres à ce jour du Conseil de l'Europe sur les 47 qui ont ratifié le protocole numéro 12. Voilà. Donc, comme dit, pas énormément, mais ces instruments existent. Cela dit, comme on le dit souvent en matière de droits de l'homme, les instruments de protection sont essentiels, mais dans ce domaine précis dont nous parlons ce soir, les instruments traditionnels de protection des droits de l'homme demeurent indispensables, mais pour autant, ils ne peuvent suffire tout seuls. Hein.
Ils ne peuvent pas établir cette justice sociale comme tout seul. Il y a d'énormes inégalités et en fait la situation des plus démunis pose un problème pas seulement juridique, ça pose un problème éthique, un problème idéologique et aussi un problème politique majeur. Tout cela va même au-delà du droit. Et en fait, pour résoudre ce problème, il faut transformer la société à beaucoup d'égards. Il y a des approches à changer. C'est pour ça que le commissaire a souvent dit qu'il faut aussi analyser en profondeur la façon dont les inégalités en matière de protection des droits de l'homme sont apparues et se sont aggravées. Il faut voir pourquoi, à quoi c'est dû. Et en fait, à mon sens, il y a un problème grave à ne pas oublier en Europe, c'est celui de la corruption. La corruption a son rôle là-dedans. Elle est omniprésente et même pire que ça, elle est parfois dans certains de nos États membres endémique. Et lorsque la corruption est tolérée dans les administrations, c'est tout d'abord les pauvres qui en subissent les conséquences. Eux, d'abord, ils n'ont pas suffisamment pour payer, et en plus, ils doivent payer pour des services auxquels, normalement, ils devraient avoir droit gratuitement. Une deuxième chose à analyser en profondeur, c'est les inégalités entre les femmes et les hommes. Ça, on l'oublie souvent. Il y a là une discrimination qui n'a jamais cessé et qui est la source d'injustice massive. D'après certaines estimations, les 2 tiers environ des personnes qui vivent dans la misère aujourd'hui sont des femmes. Donc là, il y a quelque chose à creuser. Et dernière piste de réflexion, la marginalisation des pauvres, elle est aussi due aux attitudes. Il y a un problème d'attitude dans la société. Et là, il faut dire que lorsqu'il y a des responsables politiques ou des leaders d'opinion qui prétendent, par exemple, que les pauvres ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes, ça existe, ça, dans le discours politique, on l'entend. Là, ils justifient la passivité face à la pauvreté. Et puis, cela dit, sans parler de la tendance qui considère les groupes marginalisés comme une menace pour la sécurité, alors qu'en fait, il s'agit simplement de personnes dans le besoin. Et là, il y a aussi un problème d'attitude qu'il convient de creuser davantage.